Oui, alors, hey, salut tout le monde. Alors, cinquième balado aujourd'hui de mon balado Parlons-en don. Écoutez, aujourd'hui, ça va être super intéressant. C'est le mois de l'histoire des Noirs. On reçoit aujourd'hui Lovejoyce Amavi, auteur et un communicateur. En fait, je ne sais pas trop si c'est un bon terme, mais c'est un gars qui travaille dans le domaine de la communication. On a aussi Dieudonné Ella Oyono, économiste, ancien directeur, président du Parti québécois, travaille aussi à la Ville de Montréal en ce moment. Très impliqué ici depuis 23 ans. On a donc le Gabon et le Togo, c'est vrai. Le Togo qui vont on va se parler d'intégration, d'immigration, d'indépendance, de culture québécoise, comment faire pour que toutes ces cultures-là se rejoignent. Alors ça va être vraiment intéressant, je peux vous le dire, parce qu'on l'a déjà enregistré et que c'était passionnant ce qu'on s'est dit. Alors je vous invite vraiment à écouter mon 5e balado, Parlons-en donc. C'est parti mon kiki! OK, bon, ben, messieurs, bienvenue. Merci de venir à mon 4e ou 5e balado, je sais pas. C'est 5. Il y a des abonnés. Merci de me renseigner sur ce que je fais moi-même, d'être plus au courant que moi sur ce que je fais. Donc, merci. Parlons-en donc, mon 5e balado. Donc, on va parler de littérature, on va parler d'immigration, on va parler d'intégration, on va parler de politique, on va parler d'indépendance avec vous autres. Alors, comme on a fait jusqu'à maintenant, en date. Mais bon, c'est un peu... Ce balado-là, c'est spécial parce que c'est un peu dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. On est à la fin, maintenant, du mois de l'histoire des Noirs. Alors, on va faire un peu... on va parler de toutes les thématiques qui ont été abordées pendant le mois, mais des affaires qui nous intéressent aussi, qui vous intéressent particulièrement aussi. Vous avez écrit des livres. D'ailleurs, Dieudonné Ella Oyono, que je vous présente, économiste, fonctionnaire, enseignant, homme politique, Québécois originaire du Gabon ou Gabono-Québécois, on sait jamais trop comment dire. Il occupe en ce moment un poste de chef d'équipe au service du développement économique de la Ville de Montréal, chargé de cours à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Comment tomber en amour avec son nouveau pays ». Écoute, je vais présenter Lovejoyce, après ça, je vais te laisser parler un peu de ton livre puis de toi. Lovejoyce, qui est avec nous. Merci, Lovejoyce, d'être là. Merci pour Lovejoyce l'invitation. Amavi, professionnel de communication, hein? Avec près de 20 ans d'expérience. Un peu, oui. Genre. Tu as écrit un livre, tu es originaire du Togo. Oui. Originaire du Togo. Tu as écrit un livre qui s'appelle... En fait, tu as écrit 3 livres. L'art de conjuguer à l'inclusif parfait, ton dernier. Oui. Et demain, le Togo, l'avant-dernier. Puis l'autre avant, le premier livre que tu avais écrit, Je n'ai pas choisi de partir. Exactement. Alors écoute, en fait, je vais revenir à Dieudonné, je reviens avec toi, Lovejoyce. Alors ton livre, Comment tomber en amour sur un nouveau pays, de quoi ça parle? Pourquoi tu écris ça? Parle-nous donc de ça, un peu de ta démarche. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Je me considère pas comme un auteur, mais des fois dans la vie, quand on veut atteindre certains objectifs, on utilise les outils qui sont disponibles. Je considère que le Québec est une terre d'accueil incroyable. Ça ne veut pas dire que quand on arrive, tout est parfait. Il y a un parcours. Des fois, il peut être difficile. Des fois, il peut être moins difficile. La raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est vraiment pour faire en sorte que le temps que moi, ça m'a pris, parce que je considère aujourd'hui que je suis québécois. Si quelqu'un pense que je suis immigrant, moi, en fait, je ne le suis plus. Je suis québécois, mais ça a pris un certain temps. Ça fait combien de temps? Ça fait 23 ans. 23 ans. Mais je me dis, ça ne devrait pas prendre autant de temps que ça m'a pris à des gens qui vont arriver nouvellement. Et comme je n'ai pas la capacité de les rencontrer tous, je me suis dit, je vais prendre le livre, je vais utiliser ce moyen-là pour décrire mon parcours. Il y a des anecdotes là-dedans, il y a toutes sortes d'expériences en politique, dans la fonction publique. Bref, l'idée, c'était de dire, vous venez au Québec, c'est une terre d'accueil extraordinaire. Regardez ce que j'ai fait, mais surtout, regardez par où je suis passé. Il y a des choses que je ne connaissais pas, que j'ai découvert 2 ans, 5 ans plus tard. Mais moi, je vous partage ça pour que vous gagniez du temps.
Alors, l'objectif du livre, c'est que quelqu'un qui arrive, qui le lit, puis qui veut devenir québécois comme moi, il veut s'intégrer rapidement. C'est juste comme une livre de recettes, là. C'est peut-être comme un livre de Ricardo, là, mais sur l'intégration au Québec. Okay. C'est ça l'objectif principal. Okay. Il y a un parcours. Prenez, vous n'allez pas vivre exactement la même chose que moi, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes là-dedans pour accélérer votre intégration. Si c'est ça votre souhait, parce que à la fin, pardon, je considère que c'est une décision personnelle. Hein. C'est-à-dire, je peux vivre au Québec et vivre ici comme si j'étais un étranger, ou je peux vivre ici entièrement en me disant, ben, c'est mon nouveau chez moi, puis j'ai des droits, des obligations, des avantages. C'est ça. Mais c'est un choix que personnellement, tout le monde finit par faire ou ne pas faire. Moi, je l'ai fait, puis c'est ça le but du livre. À la fin, s'ils deviennent tous québécois, puis participent pleinement au développement de la société, ben c'est ça. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, surtout la notion de choix. Ouais. Tu as parlé de la notion de choix. Tu dis que c'est un choix. L'intégration, c'est un choix. Ça, c'est intéressant. Je vais te revenir avec ça. Je vais laisser Lovejoy lancer ses affaires, mais je vais revenir parce que c'est vraiment intéressant, ça. L'idée de choix, là. Lovejoy, toi, tu as écrit 3 livres. Pourquoi? Et de quoi ça parle essentiellement, tes livres? Tu peux peut-être les présenter à la caméra. C'est intéressant toujours de voir les livres. D'abord, merci pour l'invitation. Le premier parle de choix aussi. OK. Tout à fait comme Dieudonné le disait tantôt. De choix d'intégration. Le choix, mais moi, je parle de choix de départ. De départ. Et le premier livre s'intitule « Je n'ai pas choisi de partir ». À la fois pour expliquer que toute démarche d'immigration, quand on quitte sa terre natale pour aller ailleurs, c'est une contrainte, peu importe ce qu'on peut dire, parce que je l'ai expliqué longuement, que ce soit pour aller faire des études de qualité, c'est parce que dans son pays d'origine, on n'a pas la possibilité de les avoir et c'est une contrainte, que ce soit pour des raisons économiques ou familiales, etc. Mais dans mon cas, je n'ai pas choisi de partir parce que c'était une contrainte politique qui m'a fait quitter mon pays. Et quand j'arrive à la frontière du chemin Roxham, au bout du chemin Roxham, pour entrer au Québec, je constate une situation inédite. C'est plein de gens qui arrivent de partout, qui rentrent dans un pays comme par effraction, mais qui sont accueillis par la gendarmerie royale du Canada. Ça fait combien de temps déjà, juste un aparté? Depuis 2017. 2017. Ça fait bientôt 7 ans. C'est bon. Donc, quand j'arrive là-bas et que j'observe cette situation, je me dis, il faut documenter cela. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire. Et le titre du livre aussi, c'est un appel à l'accueil, en disant aux Québécois, aux Canadiens dont je venais de franchir la frontière, je n'ai pas choisi de partir, accueillez-moi. Et donc, dans ce livre, je raconte un peu ce périple du chemin Roxham, totalement inédit, presque dans l'histoire de l'humanité. Mais aussi, je raconte un peu mes débuts en termes d'intégration. Les différentes implications communautaires qui m'ont amené à rencontrer des gens. Et comme je le dis souvent, tu es la première personnalité québécoise qui m'a été présentée lors de la conférence de Robert Piché. Et donc, mes différentes implications, mon intégration, ma façon de découvrir le Québec et d'apporter ce que je suis. Parce qu'en soi, je n'ai pas été formaté ici. J'ai d'abord été formaté dans un autre environnement avant d'arriver ici, mais il me fallait m'intégrer. Donc, au bout de l'exercice de ce premier livre, il me fallait marquer ma séparation avec mon pays. Marquer cette séparation en donnant le témoignage de ce que j'ai vu dans l'histoire politique de ce pays pour que ceux et celles qui veulent continuer une lutte ou entreprendre une lutte comprennent un peu comment ça se passe dans le pays depuis des indépendances. Et donc, ce livre testament s'appelle « Et demain le Togo ». Donc, c'était un marqueur de séparation d'avec mon pays pour être entièrement disponible pour mon nouveau pays. Et bien sûr, je vais prendre les recettes de Ricardo, de Dieudonné pour en apprendre davantage. Mais comme impliqué maintenant dans ce secteur de l'immigration, de l'intégration, de l'inclusion, j'ai pris le temps d'observer l'usage de vocabulaire dans le secteur. Et pour moi, certains mots me sont revenus un peu difficilement. C'est-à-dire que j'ai compris que dans l'usage du vocabulaire qu'on avait pour parler d'immigration et d'intégration, il y avait une façon d'exclure toujours. Comme par exemple une expression qu'on a souvent ici, immigrant permanent. Ça n'existe pas un immigrant permanent. OK. Parce que pour expliquer, immigrant permanent, c'est quelqu'un qui ne pose jamais ses valises. C'est ça. Parce qu'il est tout le temps en train de bouger. Mm-hmm. Mais quand on arrive... Mais c'est un statut juridique ici, essentiellement. Oui, et donc c'est un problème.
C'est un problème parce que pour celui qui le reçoit et pour celui qui l'émet, cette expression-là, dans la t'es tête jamais vraiment arrivé. T'es jamais vraiment arrivé, t'es jamais vraiment posé, t'es jamais vraiment citoyen. Et donc, on t'enferme dans une expression, justement, administrative qui est contradictoire avec l'idée de l'inclusion et le devoir d'intégration qui s'oppose à la fois à ceux qui accueillent et à ceux qui arrivent. Donc, j'ai pris ces quelques termes-là et j'ai écrit un petit livret qui s'appelle « L'art de conjuguer à l'inclusif parfait ». C'est un petit jeu de mots qui, avec les différents termes que j'ai choisis, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, mais pour expliquer que les gens qui quittent chez eux par contrainte, qui arrivent ici, veulent s'intégrer. Ils n'ont pas le choix, c'est leur cadre de vie, c'est là qu'ils élèvent leurs enfants, ils travaillent, ils contribuent. Et quand ils deviennent citoyens d'une municipalité, d'une ville, d'une province ou même d'un État, il faut les laisser s'intégrer et agir pleinement, sans les enfermer dans ce vocable d'immigrants permanents. Donc voilà, c'est un peu le parcours de mes 3 livres que j'ai écrits entre septembre 2022 et septembre 2023. Super. Bon. Je vais revenir à cette question de choix, là, parce que là, on a parlé d'intégration. J'aime beaucoup ça, cette idée-là. Tu veux dire que, bon, tu sous-entends un peu qu'il y a des gens qui arrivent ici puis qui décident de pas. Oui. Enfin, qui font pas cette démarche-là, qui font pas ce choix-là. Alors, peux-tu me parler un peu de ça, là? Qu'est-ce que c'est que de faire un choix, puis qu'est-ce que c'est de pas le faire? Puis, quelles sont les raisons aussi qui font en sorte que... Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que société d'accueil, pour faciliter ce choix-là, mettons? Qu'est-ce que ça serait les mouvements qu'on pourrait faire, les gestes qu'on pourrait poser là-dessus? Déjà, à la base, il y a... c'est très compliqué pour les gens. Là, je vais parler des gens qui choisissent d'être québécois. Parce que quand les gens quittent leur pays, ils viennent au Canada. Ah oui. Et dans leur tête, le Québec fait partie du Canada. Administrativement, je veux dire, on est au Canada ici. Donc, quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes québécois? Là, ils disent, moi, je suis venu au Canada, donc je reste canadien. Tu sais, je comprends. Ouais. Je comprends ces nuances-là et tout le reste. Maintenant, si on revient à la question de choix, honnêtement, je reviens à la définition. Être québécois, c'est quoi? C'est vivre ici, c'est choisir de vivre ici, c'est de choisir un destin commun, parce que le Québec fait partie... en fait, le Québec est un autre pays maintenant. On a décidé de poser les valises ici, là, comme Lovejoy disait. Et quand on dépose les valises, l'objectif, c'est, en tout cas, pour la majorité des gens, c'est de ne pas retourner dans leur pays. Donc, pour moi, le choix, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que j'arrive ici, oui, à 400 ans d'histoire, ça fait juste 23 ans que j'y suis, mais l'environnement me donne la possibilité de réaliser mes rêves. L'environnement est accueillant. J'ai la possibilité il y a des opportunités, parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que les gens partent là. Là, moi, je suis... Parce que je connais moins ça, les gens qui partent par contrainte. Je connais plus les gens qui partent par choix. Mais si on décide de partir de son pays et on arrive quelque part, je pense que fondamentalement, on veut réussir, on veut s'intégrer. Mais il y a plusieurs raisons qui font que... Il parlait un peu des discours, de la façon dont la société nous regarde, de la façon dont... J'aime pas ce mot-là, mais c'est celui-là qui est utilisé, qu'on instrumentalise certains enjeux qui finissent par faire en sorte que les gens sont ici, mais ils se disent, à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, à chaque fois qu'il y a un problème, on finit par dire, c'est à cause d'eux autres, moi, je veux pas faire partie de ça. Donc, je pense que la société a quelque chose à faire. Parce que moi, je crois fondamentalement, puis je dis, c'est des faits, qu'ici, on est bien accueillis. Maintenant, une fois qu'on dépasse cette étape-là, puis qu'on a besoin de temps pour s'intégrer, je vous dis, ça ne prend pas 2 ans, là, ça prend plus de temps que ça. Donc, la société a quelque chose à faire. La société fait déjà beaucoup de choses. Il reste... Je ne sais pas comment nommer ça, mais il reste quelque chose qui fait que dans l'environnement ambiant, il y a des gens qui sentent qu'il y a une pression, il y a une tension qui fait que, oui, j'aimerais ça dire que je suis québécois, mais on dirait que dans la rue, dans l'autobus, au travail, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que, même si ça fait 20 ans que je suis là, c'est comme si on voulait me dire que, t'es pas d'ici. Okay. Mais ce bout-là, comme société, il faut le dire.
Puis 2, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour que les gens se sentent. Parce que je vous dis, administrativement, en termes de loi, puis tout ce qu'on peut imaginer, tout est en place. Mais c'est quand on côtoie les autres que là, des fois, on se rend compte que le regard, le mot, le geste, fait que les gens disent « Ouais, je suis ici, moi, je me sens québécois. » Mais des fois, en face, c'est pas le message que je reçois toujours. OK, puis c'est intéressant, mais je reviens à Lovejoy à toi que t'as pas. Tu te sens québécois? Mais ça veut dire quoi, en fait, te sentir québécois pour toi, qui est ici depuis 20 ans, qui vient d'un pays d'Afrique? Le meilleur exemple la meilleure réponse que je peux te donner, Denis, c'est quand je retourne au Gabon, j'ai très hâte de revenir chez nous. Sérieux? Aïe, aïe, OK. Parce que... C'est chez vous maintenant. C'est différent. Les choses, la façon dont les choses se passent, ça correspond plus à comment ça se passe au Québec. Donc, j'ai hâte de revenir. Après 2 semaines et demie, je commence à dire... Ou quand il y a quelque chose qui va se passer, je me dis, si on était au Québec, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, parce qu'ici, on dirait que j'aime comme ça se passe ici. Et c'est ça pour moi, Québécois. Je ne vois plus de différence. J'ai l'accent, j'ai les mots, les expressions, les mets. Bref, j'ai décidé que c'était ça ma vie. Et quand je me retrouve ailleurs, je sens que le Québec me manque. Je veux revenir chez nous. Puis pour moi, c'est ça, être Québécois. Okay. Puis toi, Lovejoy, tu as fait ce choix-là? Oui. Si on parle de choix, là, oui. tu as décidé à un moment donné d'être Québécois depuis 2017 que tu es ici? As-tu encore fait ce choix-là? Absolument, okay. Absolument. Dans mon premier livre, je le dis, je suis même patriote québécois. Dans le 3e, je dis... Ça veut dire quoi pour toi, patriote? Ça m'intéresse vraiment. Patriote parce que non seulement quand je suis arrivé, j'ai eu, disons, la chance de côtoyer des gens qui parlaient de souveraineté et d'indépendance du Québec, qui m'ont beaucoup appris. Je fais une dédicace à M. Babin. Et j'ai pu comprendre l'enjeu que cela représentait et je le partage. Et comme je l'ai toujours dit à beaucoup de mes interlocuteurs, il y a une similitude de ce que je connaissais un peu de mon pays dans sa relation avec la France. Et donc, du coup, pour moi, la passerelle est vite établie. Mais pour encore revenir sur la question de choix d'être québécois, dans mon premier livre, je raconte comment je me suis intégré. Comment j'ai fait le choix de ne pas céder à la facilité d'aller chercher un cadre ou une communauté qui me ressemble pour retrouver les mêmes espèces de choses que j'avais dans mon pays. Il était important pour moi d'apprendre les repères et de comprendre comment ce nouveau pays qui venait de m'accueillir, comment est-ce qu'il fonctionnait et comment est-ce que je peux faire pour rapidement contribuer. Donc moi, j'ai évité les ghettos communautaires. Et j'allais à des rencontres du Bloc québécois, j'allais à des rencontres de quartier du Parti québécois. Et des fois, je faisais la blague quand j'arrivais que j'apporte un peu de couleur dans votre réunion. Ça rigolait. Et puis, je me suis fait beaucoup d'amis comme ça. Et mes implications communautaires sur différentes thématiques, que ce soit les aînés, où j'ai lancé une émission télé, La parole aux aînés, que ce soit avec la petite enfance où j'ai travaillé et tout ce que j'ai fait à Longueuil, ça m'a permis de connaître les enjeux de société, de comprendre comment les gens fonctionnaient. Mais la question de choix pour les arrivants, les nouveaux arrivants ou les immigrants, elle se pose de 2 façons, à 2 niveaux. D'abord au niveau institutionnel, et c'est ça qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire que l'État doit développer un cadre d'accueil et d'intégration des gens, le cadre. Donc, tout ce qui est normatif, tout ce qui est loi, code, justice, droit, etc. Mais aussi, il y a un autre choix qui se fait, mais c'est un choix au niveau de l'intégration. L'intégration, elle, s'oppose aux individus. L'intégration, ce n'est pas le cadre, mais c'est le choix des individus, c'est-à-dire les gens de la société d'accueil d'ouvrir les bras et les gens qui arrivent de s'intégrer pour pouvoir faire partie du tissu social. Donc, oui... Est-ce que tu trouves que ce cadre-là, il est là au Québec? Le cadre d'intégration, il est là, le cadre d'inclusion? Hein? Le cadre d'inclusion, il faut le renforcer. Okay. Il est là. Okay. Mais il faut le renforcer. Il faut toujours le construire davantage. Comme disait Dieudonné tantôt, ça reste encore des mots, des vocables, des vocabulaires, des situations politiques où il y a de la discrimination sociale. C'est-à-dire qu'on décide, par exemple, de dire « Ah ben tiens, si on n'a plus de place dans les garderies, c'est parce que c'est la faute à ce qui arrive. Si on n'a pas d'assez de profs, c'est parce qu'il y en a trop qui arrivent. » À chaque fois qu'on va avoir un discours public comme ça,
on va détruire le cadre d'inclusion. Maintenant, au niveau de l'intégration, il faut que les communautés se rapprochent. Et je le disais dans une entrevue média il y a presque un an maintenant qu'il faut même imposer le bénévolat aux nouveaux arrivants. Parce que moi, par mon expérience, c'est là où j'ai rencontré des êtres humains et je n'ai pas juste rencontré des individus. J'ai rencontré des gens qui, d'abord parce qu'ils étaient au chevet de certaines vulnérabilités dans la société, avaient du cœur à la rencontre. Donc, quand vous travaillez dans le bénévolat et que vous arrivez, vous avez la même cause pour laquelle vous servez, mais vous avez l'occasion de dire, mais toi, tiens, tu viens d'où? Il se passe quoi dans ton pays? Comment vous faites ceci dans votre pays? Et puis, vous racontez votre histoire, vous écoutez l'histoire des autres. Et c'est comme ça que les individus se rapprochent et deviennent des êtres humains. Mais s'il n'y a pas ce bénévolat, s'il n'y a pas ces espaces d'échange et de communication, on ne pourra jamais réussir l'intégration. Ceux qui sont là vont toujours voir ceux qui arrivent d'un mauvais œil ou d'un œil distant, avec tous les préjugés. Tu trouves qu'il y a des gens qui font ça, qui ont un œil distant, qui ont des préjugés face à l'autre? Absolument. Et c'est naturel, c'est très humain. Même ceux qui arrivent, ils disent, ah non, il y a plein de préjugés, on arrive avec plein de clichés, on ne veut pas approcher l'autre parce que, et l'autre ne veut pas approcher le nouvel arrivant parce que. Et puis, il y a des choses on peut lever. Moi, je raconte une anecdote vite fait. Un jour, je servais un café à la maison des aînés, et puis la personne arrive et me dit, vous voulez comment votre café? Et je dis, noir, s'il vous plaît, très noir. Après, il se reprend et puis il me dit, ah, excusez-moi. Je dis, comment ça? C'est maintenant que je vais me vexer. Parce que le café, je le vois, il est noir. Si tu le veux noir, il le veut noir. Mais le fait que tu penses que ça va m'offusquer de le dire en noir, ça veut dire qu'il y a un souci. Et là, on a commencé une conversation. Okay. Donc, je dis, il faut que les gens se parlent. Si les gens ne se parlent pas, on ne pourra jamais enlever les clichés et les préjugés. Clairement. Et le cadre officiel, qui est l'inclusion, doit être renforcé pour qu'on évite des discours publics et des dénonciations systématiques qui vont faire que le pauvre monsieur qui est devant les nouvelles et qui entend dire que tous les problèmes qu'il a, de l'inflation, tout ça, c'est la faute à ceux qui arrivent. Dès qu'il voit un noir, il ne veut pas savoir si son grand-père est né ici, son père est né ici, qu'il a fait 23 ans, qu'il travaille à la ville de Montréal ou qu'il est membre du Parti québécois ou autre. Pour lui, systématiquement, c'est sa faute si ses petits-enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Et ça, il faut le changer. On a empêché des gens de parler pendant la pandémie de certaines choses. On a empêché les gens dans les médias de dire certaines opinions non voulues par la doxa publique. On est capable d'empêcher les gens de dire des bêtises qui font de la discrimination sociale sur les médias. Et ça, il faut le faire. Okay. Intéressant. Vous savez, il n'y a pas qu'un sujet il n'y a pas qu'un affaire qui m'a popé en vous écoutant. Parler d'intégration. Donc, il faut aller vers l'autre. Il faut qu'il y ait un échange de la société d'accueil envers la personne qui arrive. Bon, ça m'amène à parler les deux un peu... les deux façons qu'au Canada, on a d'accueillir les immigrants. Il y a la version multiculturelle fédérale, à la Trudeau, qui est essentiellement, ce que tu disais tout à l'heure, le communautarisme, en fait, qui est, tu arrives ici, reproduis ce que tu étais là-bas, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tout pareil comme chez vous, parler ta langue entre toi, tes amis, ta famille et tout, t'habiller comme tu t'habillais là-bas, continuer les pratiques religieuses ou autres comme tu faisais là-bas, et tu as la version interculturelle comme on la pratique au Québec, comme on la veut au Québec, qui est de dire, écoutez, il y a un tronc commun d'idées, de valeurs, d'histoires qui sont ici. Les Autochtones, le rapport entre les Anglais et les Français depuis 400 ans, le rapport ambigu de friction, en fait, qui est un rapport dominant-dominé, en fait, qui a amené toutes sortes de comportements de part et d'autre. Puis là, depuis 100 ans, il y a un paquet de gens qui arrivent de partout. Les Italiens d'abord, beaucoup de Vietnamiens dans les années 70, puis là, des gens de partout depuis 20 ans. Et ce que vous dites, en fait, essentiellement, c'est que si on veut une intégration réussie, l'interculturalisme est quand même mieux parce que dans la mesure où tu as un mouvement des deux vers l'autre, en fait. Tu as autant un mouvement de la société d'accueil vers la personne qui arrive que la personne qui arrive vers la société d'accueil. Ça nécessite une ouverture de part et d'autre. Donc, c'est un système qui marche mieux. J'aimerais vous entendre là-dessus. Que vous en pensez? C'est clair, parce que les préjugés, là, c'est de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, ils ont lu des choses, ils ont entendu des choses, donc ils ont des préjugés. La société d'accueil aussi en a. Donc l'idée, c'est que les deux se rencontrent. Okay. Puis c'est quoi? Est-ce que ça, c'est intéressant? Qu'est-ce que c'est de façon générale? Qu'est-ce que tu entends? Quels sont les préjugés des gens, mettons,
je sais pas si tu peux généraliser pour toutes les personnes qui viennent d'Afrique, mais par rapport au Québec, qu'est-ce qui se dit? Comment les gens se sentent? Ce qui se dit, en fait, la plupart du temps, ça tourne autour de tu ne seras pas accepté, tu vas avoir les emplois que les gens ne veulent pas faire. C'est-à-dire qu'avant que les gens arrivent, là, on dit déjà, on vient vous chercher parce qu'il y a des emplois très durs physiquement qui ne veulent pas faire, puis ils ont besoin de gens pour les faire. Okay. Alors, quand on arrive, et ça, ce que ça fait, c'est que les gens arrivent peut-être avec des rêves de faire d'autres choses, mais une fois qu'on lui a rempli ça dans la tête, il se dit, je ne peux rien faire d'autre ici que d'aller cueillir des fraises, que de travailler dans une boucherie, une boulangerie, alors que ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a plein de gens qui arrivent ici puis qui font d'autres emplois. Donc, il faut que les gens se parlent. Comme Lovejoy disait, les gens qui sont ici, avec ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, ce qu'ils entendent, ils finissent par dire tous les problèmes qu'on a, c'est à cause de... Mais tu te rends compte que... Et des fois même, on fait une distinction entre les grandes régions, puis en fait les villes, puis les régions, alors que moi, fondamentalement, j'ai comme... En tout cas, de ce que je sais, parce que j'ai fait le tour du Québec quand même, c'est très facile. C'est plus facile de s'intégrer en région qu'à Montréal. Ah oui? Ben oui. OK, pourquoi donc? Mais parce que, comme on disait, une fois qu'on se rend compte, qu'on échange, qu'on se côtoie, on finit par se rendre compte qu'on veut la même chose. Je veux dire, on veut la même chose. Oui, on n'a pas la même histoire, mais on veut faire avancer la collectivité, on veut faire avancer la société. Et quand il parle du bénévolat, ça fait moi au moins 5 ans que je suis sur un conseil d'établissement et je pense que j'ai réussi par m'intégrer plus facilement en refusant toujours d'être dans ma communauté parce que je me dis, il faut que je comprenne comment ça se passe ici. Et c'est ça qui fait qu'en faisant du bénévolat, en étant impliqué, l'implication citoyenne, tu côtoies plein de monde que tu connaissais pas avant. Là, tu connais leur histoire, ils connaissent ton histoire. Et vous vous rendez compte que votre objectif, c'est d'avancer ensemble, c'est de faire avancer le Québec. Et si on réussit à faire ça, on va voir collectivement là, qu'on s'en va dans la bonne direction, on pousse dans la même direction. C'est ça qu'il faut réussir. Alors qu'actuellement, chacun de son côté, puis se méfie de l'autre en disant je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce que je pense de lui, ainsi de suite. Mais c'est pour ça que faut pas amener des gens, là, c'est pas une somme des communautés indépendantes qui va faire en sorte qu'on va avancer. C'est qu'il faut se dire, on a le français en commun, il y a des gens qui arrivent, qui viennent enrichir, comment on peut tirer profit de tout ça pour aller plus loin. L'immigration apporte, mais comme tu disais, il y a un tronc commun autour duquel il faut bâtir. Et la plupart des gens que moi je côtoie sont prêts à ça. Il faut leur donner l'opportunité, la possibilité de le faire. Parce que des fois, ils sentent que on le dit, mais c'est pas tout à fait clair que vous êtes le bienvenu pour contribuer. Puis je pense que Lovejoy, je vais y aller avec toi. Est-ce que c'est plus facile en région de faire ça? Parce que, tu sais, en région, à la fois, effectivement, l'intégration, on peut penser que ça se fait plus facilement parce qu'il y a moins des gens, des communautés culturelles qui vont s'installer en région. On est plus entre Québécois de souche, là, genre à Rimouski, quoique c'est de moins en moins le cas. Mais c'est sûr que, par exemple, pour apprendre le français, t'as même pas besoin de cours de français. Si tu vas t'installer à Rimouski ou à Chicoutimi, au dépanneur, il parle français, t'es obligé de parler français. Il va pas te faire de bonjour aïe, alors que sur la rue Bleury, oui, il va te faire un bonjour aïe qui peut faciliter dans un premier temps l'intégration des gens parce qu'ils comprennent mieux l'anglais ou pour toutes sortes de raisons. Mais donc, si on va s'installer en région, t'es dans un bain de culture québécoise, entre guillemets, l'intégration peut se faire plus facilement, mais à la fois, s'il y a une méfiance, il peut l'avoir un peu plus en région. Comment on gère ça, Lovejoy? Ce que je peux dire, j'ai pas nécessairement d'expérience en région, comme tu dis. T'as pas été dans le bas du fleuve à un moment donné, toi, en Gaspésie? Non, pas encore. Pas encore. Je suis pas encore allé. Je vais aller cet été. Je vais attendre qu'il fasse beaucoup moins froid. Okay. Mais c'est pas le fait. C'est pas une question de territoire. C'est une question de sensibilisation et de transformation des mentalités. Justement, tu disais bien que le multiculturalisme n'est pas la solution, parce que le multiculturalisme suppose la juxtaposition des communautés, une cohabitation qui ne veut pas nécessairement dire échange et partage. Non, effectivement. Par contre,
l'interculturalisme, ça suppose une relation entre les différentes communautés. Et quand j'écrivais l'art de conjuguer à l'inclusif parfait, je me suis rendu compte que si les bases de l'interculturalisme ont été posées par un anthropologue américain, l'interculturalisme en tant qu'action d'État est un enfant du Québec. Ça a commencé d'abord dans les années 60, dans les milieux communautaires, et en 81, René Lévesque, que tu connais très bien, a sorti ce qu'il a appelé « Autant de façons d'être québécois ». Ensuite, Philippe Couillard va un peu le copier en écrivant québécois, notre façon d'être canadien, toujours pour renforcer la question de l'interculturalisme. Cet échange et ce rapport doit se faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la municipalité, et c'est même sur ça que je travaille en ce moment, au niveau de la province, dans les différentes régions. Ce n'est pas l'intégration. L'interculturalisme, c'est le fait de considérer que l'autre apporte une richesse, que nous avons une richesse aussi sur place, que nous pouvons mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle un tissu social en soi. Donc, tant qu'on n'est pas dans cette façon de mettre en commun différentes valeurs, on ne pourra pas être tous québécois, canadiens ou peu importe. Mais même dans le défi de la langue, par exemple, parce que je t'ai entendu parler de Bonjour Hi, plus à Montréal et moins à l'intérieur, dans le défi de la langue, il y a une ouverture à faire, même s'il faut rester campé sur le fait français. Et comme je le disais, je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, les personnes des communautés noires francophones ont beaucoup plus en commun avec les Québécois à cause de ce fait français que, par exemple, je dirais les Ukrainiens. Puisque nous, on a été éduqués en français, on connaît Louis XVI, Louis XIV, De Gaulle, Napoléon et compagnie. On se parle dans la même langue, on utilise les mêmes mots avec la même compréhension. Il y a une façon de venir enrichir le français qu'on apporte. Et ça, il faut l'intégrer. Il faut sensibiliser à ce fait-là. Maintenant, quand on continue de distinguer les Québécois entre eux, entre ceux qui sont Québécois de souche, Québécois d'adoption, on va finir par effriter même le fait d'être Québécois. Ouais. Nous sommes tous Québécois. Moi, je dis, je suis Longueuillois d'abord, parce que c'est mon premier espace de vie, fier citoyen de Longueuil. Je suis Québécois parce que je partage avec le Québec un certain nombre de valeurs du fait de l'éducation francophone française qu'on a tous reçue et qu'on a en partage. Mais je suis encore Québécois parce que je travaille ici, je m'implique ici, je connais des gens d'ici, j'ai des références de gens qui sont Québécois. Et puis, je suis Canadien parce que pour l'instant, le Québec n'est pas encore un État et que c'est le Canada qui me donne mon titre d'identité. Mais on a cette façon-là de nous impliquer en travaillant sur l'appropriation commune de nos enjeux de société. Celui qui arrive ici, Dieudonné disait que quand il retourne à Libreville, il se rend compte qu'il a hâte d'aller chez lui. C'est Corneille qui chantait « Comme bout de terre n'a jamais fait chez soi ». Donc, ça veut dire que lui, depuis 23 ans, il est absolument québécois. Et donc, quand il retourne au Gabon, qu'il a connu dans les premières années de sa vie, il ne se retrouve plus là-bas. Il est maintenant citoyen du Québec. Il a hâte de rentrer chez lui. Okay. Mais en même temps, bon, Falardeau disait « est québécois qui dit qu'il l'est ». Bon, tantôt, tu parlais, tu disais, Dieudonné, que il y en a beaucoup de gens ici qui se sentent canadiens. T'sais. On a beaucoup de gens issus d'immigration qui ne sont pas capables de nommer un artiste francophone. Bon, évidemment, vous autres, vous venez de pays francophones, c'est déjà un acquis, c'est déjà majeur. Il y a des gens qui viennent de pays d'Afrique qui sont plus anglophiles. Déjà, la langue, c'est un enjeu. Il faut que tu apprennes la langue. T'sais. Puis là, je dis anglais, mais il y a un paquet d'autres langues. Il y a des gens, comme tu parlais d'Ukraine tantôt. Bon, si tu arrives ici, tu parles ukrainien. Bon, et en plus, ici, il y a l'enjeu pour quelqu'un qui parle ni l'anglais ni le français de dire OK, le Québec est officiellement unilingue francophone, mais le Canada est bilingue, les deux langues, OK? Tu sais, puis dans le fond, les familles qui débarquent ici, qui viennent de partout dans le monde, qui parlent ni anglais ni français, eux, ils veulent pas faire de la politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est nourrir leur famille. Fait que les autres, ils disent, c'est quoi le message? Quel est le message que tu m'envoies? Dans quelle langue je dois parler? Quelle langue je dois apprendre pour nourrir ma famille le plus vite possible? C'est en anglais ou en français que ça se passe? Et là, tu as l'État québécois qui martèle que oui, c'est en français, qui fournit pas toujours les services nécessaires pour faire la francisation de façon efficace, on s'entend, mais tu as l'État canadien, puis tout l'environnement, je te dirais, socio-culturel,
Spotify, les télés, Netflix et tout qui t'envoient un message que, OK, mais l'anglais est omniprésent au Québec. Le Canada, dans les faits, est un pays anglophone. Là. Je veux dire, à part à Montréal et au Nouveau-Brunswick, qui sont des régions bilingues. Le reste, c'est anglophone. Majeure partie, là, l'anglais, le français est en train de mourir en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, ça existe plus pantoute. Fait que, tu sais, il y a tous ces messages-là qui sont un peu contradictoires. Fait que, tu sais, ma question, ça serait quoi? Comment traverser ces barrières-là? Comment faire en sorte que le message soit plus clair de la part de la société d'accueil? Pour nous, c'est un défi au Québec, tu sais. Pour nous, c'est un défi au Québec. C'est pour ça que nous, on pense que il faut renforcer les lois linguistiques, il faut renforcer le message qu'on envoie aux personnes qui débarquent ici parce qu'il y a cette ambiguïté-là qui nous désavantage toujours, nous, francophones. Alors, comment on fait pour traverser ça? C'est un défi, c'est clair. Sur la langue, faut voir la langue comme elle est. C'est pas juste quelque chose qu'on utilise pour communiquer. La langue, c'est plus que ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, le Québec, là, on est en Amérique du Nord, là. C'est comme on a eu une erreur historique. Écoute, si on veut continuer à parler français au Québec, en tout cas en Amérique du Nord, faut pas que ça devienne juste... C'est ça l'enjeu des fois au Québec, c'est que tout le monde pense que quand il y a quelque chose à faire, ça doit être l'État qui doit le faire. Oui. Mais c'est une erreur, parce que l'État peut pas tout faire. Je veux dire, le combat, ou en tout cas tout ce qu'on dit sur la langue pour la maintenir, il faut que individuellement, chaque Québécois, en tout cas, tous ceux qui sont sur le territoire, en fassent quasiment un acharnement sur il faut qu'on continue à parler français ici. Ça peut pas juste être parce qu'il y a une loi. Il y a des gens qui pensent que dès qu'on fait une loi, là, tout se règle, mais c'est pas de même que ça marche. Non. Parce qu'à un moment donné, les gens choisissent quelle langue ils veulent parler. Et là, moi, ce que j'entends, là, parce que je côtoie le monde des affaires, c'est si tu veux réussir là, professionnellement, là, faut que tu parles anglais. Mais en fait, je vais le dire autrement. Si tu ne parles que français, il y a des opportunités que tu vas manquer. Tu vas rater. Et là, si on continue à marteler ça, ça veut dire on est en train de dire aux gens, ben si toi, tu veux réussir dans la vie, là, professionnellement, apprends l'anglais. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Donc, oui, ce qu'on est en train de faire actuellement, on va chercher des gens qui viennent de pays francophones. Oui, ça, c'est important. Mais je pense que collectivement, il faut qu'on... Oui, c'est une responsabilité partagée entre l'État puis les citoyens. Nous, c'est facile parce qu'on vient de pays francophones, on arrive ici, on aime cette langue-là, puis on veut qu'elle se perpétue. Mais il y a d'autres qui arrivent, comme tu disais, qui finissent par comprendre que s'ils veulent réussir dans ce pays-là, la réussite, elle se mesure, en tout cas, elle se fait en anglais. Donc, ça, c'est un enjeu. Il faut que ça soit clairement dit que tu peux être prospère, tu peux être un homme d'affaires, tu peux être tout ce que tu veux en français. C'est possible. Il faut renforcer l'amour de la langue. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler de ce qu'elle comporte comme valeurs, principes, histoire, culture et tout ça. Bien sûr. Il faut faire aimer le français. Il ne faut pas dire... le français d'ici, même. Oui, même le français d'ici. J'ajouterais le français d'ici. Le français d'ici. Qui porte cette histoire-là, qui porte ces 400 ans d'histoire-là. Pas pour rien, on ne parle pas le même français ici qu'à Paris. Oui. Puis il y a toutes sortes de bonnes raisons pour ça. Bien sûr. Mais on ne parle pas le même français à Libreville ou à Lomé non plus. Bien sûr. Donc, le fait qu'on ait le français à tenir à bout de bras dans une Amérique du Nord très anglophone, il ne suffit pas de faire du français ou de dire que le français va être un outil de travail au Québec. Il faut faire aimer la langue française aux gens. Et ça, c'est le défi que le gouvernement doit porter. Comment faire aimer la langue française? Pas juste le gouvernement. À une certaine époque, là, moi, il y a 7-8 ans, j'avais monté un spectacle pendant 2 ans qui s'appelait « J'aime ma langue dans ta bouche ». Et mon idée, c'était
d'inviter des gens, des communautés culturelles à venir. Je sais, c'était volontairement subjectif pour attirer, parce que je trouvais que des fois, le sujet de la langue, des fois, les gens s'endorment, tu sais, ça les emmerde. Ils font la langue, ils vont encore nous parler de la langue, protéger la langue, la survie de la langue, j'en peux plus. Fait que là, on avait décidé d'avoir un titre provocateur un peu, puis ça m'a fait sourciller beaucoup de gens. J'aime ma langue dans ta bouche, mais l'idée, c'était justement j'avais invité plein d'artistes des communautés culturelles d'Amérique latine, d'Afrique, des gens d'Asie, à venir chanter des chansons francophones. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, il y avait dans cette soirée-là un truc qui existe encore sur les réseaux sociaux. J'avais un groupe de Tamouls, des gens d'origine sri-lankaise. Il y en a qui étaient ici depuis 2 ans, d'autres depuis 20 ans, qui étaient assis sur la scène du Lion d'Or, puis qui avaient chanté du harmonium, qui avaient chanté du Serge Fiori, la chanson Comme un sage. On avait mis de la boucane, je me rappelle. Ils étaient dans leur habit traditionnel. C'était extraordinaire. Comme moment, là, c'était juste fantastique, ce moment-là, cette espèce de maillage là, des sonorités d'Asie du Sud-Est avec Serge Fiori, harmonium. Ça avait quelque chose de complètement magique. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc? Ou je voulais parler, oui, c'est ça. Donc, je sais même pas où je voulais aller avec ça. Des fois, je parle dans des... On parlait de faire aimer la langue française. Oui, c'est ça, exact. Mais, puis l'aimer dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle porte, dans toute son histoire. Effectivement, une langue, c'est pas genre passe-moi le sel. Mais quand je disais que c'est le devoir du gouvernement de faire aimer la langue française, c'est parce que le gouvernement s'en tient à envoyer les gens en classe de francisation et à valider des pourcentages, et puis on envoie les gens sur le lieu de travail. Par contre, ces gens, des fois, ils sont payés pour aller suivre des cours. Mais jamais on leur donne des tickets pour aller voir un théâtre en français. On leur donne pas de tickets pour aller voir un spectacle. On partage pas des éléments culturels du Québec à ces gens-là. Donc, c'est parce que moi, dans mon cas, j'étais très curieux de la chose, donc je suis allé vers ça pour écouter, pour apprendre, même s'il me reste encore du travail à faire. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, je pensais que Garou et Céline Dion étaient des Français de France. Ah oui. Mais, donc, tu vois, il me reste encore beaucoup de travail à faire sur les artistes québécois et tout, mais je pense que... Mais c'est par les arts qu'on fait aimer, parce que... C'est ça, faire aimer l'art, faire aimer la littérature québécoise. C'est ça. Et faire apprendre ça. C'est ça, parce que l'idée derrière mon spectacle, c'était de dire, apprends pas le français parce qu'on te le dit dans une loi. Apprends-le et intéresse-toi à la culture québécoise parce que c'est une culture fantastique, parce que c'est une langue formidable. On a des artistes absolument phénoménales qui ont essaimé partout dans le monde. Gilles Vigneault, bon, tu parlais de Céline Dion, Denis Villeneuve fait des films à l'international, Xavier Dolan fait des films réussis. Il y a une culture ici qui marche, qui s'exporte, qui est fantastique. Bon, il faut la faire découvrir. Tout ça, c'est un enjeu. Mais c'est ça, Denis, c'est que là, moi, je regarde les choses là, qui vont venir, là, puis je reviens sur la crise des médias. Oui. Parce que là, ce qui se passe, c'est que faut que nos jeunes, parce que là, on parle beaucoup des nouveaux arrivants, tout ça, mais ça touche aussi les jeunes, dans le sens que la langue, l'avenir du Québec, c'est les jeunes. Là, ils sont sur Spotify, Netflix et tout ça. Ouais. Et là, on dit, on n'a pas assez de fonds publics à mettre. Donc, toutes les émissions, la culture qui était véhiculée par les médias, les jeunes, ça en éloigne de plus en plus. Et ça va faire en sorte que on ne peut plus avoir des conversations sur la petite vie, des choses qu'on a vues à la télévision parce qu'on a regardé. Parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'avant, il y avait comme un socle commun où on regardait les mêmes choses. Ouais. On avait les conversations sur les mêmes sujets. Là, tout le monde est sur sa plateforme, regarde ce qu'il veut quand il veut. Mais tu ne peux pas bâtir une société comme ça. Il faut revenir. Moi, je crois que la culture et la langue, c'est 2 vecteurs. Là, il faut regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire, qui vont faire en sorte qu'on va continuer à avoir une société où ce n'est pas juste individuel. Ça prend un objectif, un but commun, quelque chose de collectif, mais ça, tu ne peux pas le bâtir avec des gens qui s'en vont dans toutes sortes de directions. Et la culture et la langue, c'est ça qui va nous permettre de dire, on est ensemble, on s'en va quelque part ensemble. Et donc, il faut trouver une façon de financer les médias, de faire en sorte que, en tout cas, que tout ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant ne s'écroule pas parce que tout est rendu sur le numérique et que... C'est dramatique, mais il y a quelque chose à faire. Donc, toi, tu penses que la lutte contre les GAFAM, là, de faire en sorte que... Parce que, tu sais, bon, on le sait, là, depuis une dizaine d'années, 80% des revenus publicitaires sont passés de nos médias locaux
aux grandes plateformes, Facebook, Google. Et bon, à Ottawa, on se bat contre ça, mais c'est pas un combat qui est évident. Ils ont beaucoup de moyens, ces grandes plateformes-là. Donc, non seulement c'est important pour protéger la culture, mais ça pourrait être un vecteur d'intégration. Ça pourrait aider. Ça, c'est comme ça vient rajouter une brique à l'importance de l'enjeu. C'est-à-dire que ça nous aiderait à faire en sorte d'intégrer les gens qui arrivent de partout. Si on gagne ce combat-là, pour faire en sorte qu'il y ait plus de découvrabilité du contenu francophone. Moi, je ne crois pas qu'on peut s'intégrer sans connaître un peu l'histoire. Tu penses pas? Je ne crois pas. Non. Faut connaître un Bien peu sûr. le Québec vient d'où. Il faut connaître un peu les artistes, les politiciens. Comment tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est fait. Il faut s'intéresser à ça un peu. Ouais. Et les médias sont là pour nous le rappeler. Les livres sont là. Donc, tout ça, là, on ne peut pas juste laisser tomber et imaginer que parce qu'on demande aux gens d'aller suivre des cours de français, ils vont... Non, moi je ne crois pas à ça. On bâtit sur quelque chose, mais il faut connaître c'est quoi. Tout à fait. Tu sais, moi, je fais, vous le savez peut-être, là, je pense que Lovejoy, tu le sais aussi, Dieudonné, tu le sais, je fais, depuis que je suis député, en fait, à tous les ans, je fais une cérémonie d'accueil de citoyenneté. Oui. J'invite les gens qui ont été reçus citoyens canadiens dans la dernière année. Je les invite, je leur sers de la bouffe, il y a de la musique, on parle de culture québécoise. Je parle de culture québécoise justement pour dire cet enjeu-là. Oui, vous avez été accueillis par le Canada, mais maintenant vous êtes au Québec, je distribue le drapeau du Québec. Je parle un peu de l'histoire du Québec. Mon idée, c'est de dire... Parce que c'est un peu schizophrénique là, quand tu arrives au Québec, parce qu'il y a comme deux nations dans une. En fait, il y a deux nations qui, en ce moment, est dans une autre... pas plus grande, mais en fait, qui est là, en fait, qui est la culture, l'État administratif canadien. Mais à l'intérieur de ça, il y a la nation québécoise. Là, vous êtes arrivé dans la nation québécoise, à l'intérieur de la grande nation administrative qui vous a étampé Canada dans le front. Mais il faut contrer cette affaire-là. C'est super important de dire, hey, vous êtes arrivé au Québec, il y a une autre culture, il y a une autre langue, ça se passe pas de la même façon. Vous devez le savoir. Il y a une histoire particulière. C'est une histoire de conflit, essentiellement, avec la nation canadienne depuis 200 ans, en fait. Pas avant, mais depuis 200 ans. Et une histoire aussi de rapports un peu difficiles avec les Autochtones depuis qu'on est arrivé. Tout ça est un peu complexe, pas facile. Et donc, c'est riche, tout ça. C'est porteur, mais il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens soient au courant de ça, de cette affaire-là. Sinon, ils vont juste brancher sur Spotify, puis ils vont écouter de la musique américaine, puis ils vont pas du tout être... Ils vont pas... Ils sont à Montréal, mais ils sont des citoyens américains ou des citoyens de Toronto, tu sais. Ça, c'est hyper important comme constat, en fait, de faire. Mais cela m'emmène à peut-être faire une précision. C'est difficile déjà d'être une nation francophone, comme on l'a dit tantôt, dans une Amérique. 3% de parlants français en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Ouais. Mais il faut créer des programmes, comme par exemple la démarche dont tu parlais tantôt, c'est-à-dire aller expliquer à de nouveaux citoyens canadiens que vous faites partie de la nation québécoise. Ce sont des programmes comme ça, d'enrichissement de l'histoire, de la connaissance de l'histoire du Québec, que doit financer le gouvernement dans les médias. Pas juste prendre l'argent aux GAFAM, donner aux médias pour faire des contenus habituels. Il faut créer des programmes de sensibilisation sur cette histoire. Il faut avoir une planification pour faire en sorte que les gens qui arrivent apprennent l'histoire, la comprennent et se l'approprient aussi. Cette appropriation va se faire avec la connaissance qu'on a des sujets. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai admiré René Lévesque que je n'ai pas connu parce que j'ai lu son histoire. Alors actuellement, je suis en train de lire sur Parizeau, mais demain, je pourrais les avoir, ces gens que je n'ai pas connus, avec lesquels je ne suis pas parenté, mais parce que je vis dans un pays pour lequel ils se sont battus, je vais pouvoir les avoir en termes de référence. Là, je viens de citer un document de René Lévesque parce que j'aime ce monsieur que je n'ai pas connu. Donc, il y a ce travail de sensibilisation et d'apprentissage de l'histoire, des valeurs et des principes de la nation québécoise qui doit être transmis par des programmes. Ça va être difficile de dire, OK, on prend de l'argent à Amazon et puis à Facebook et de leur dire à eux de venir faire ce travail à la place des institutions québécoises. Les institutions québécoises doivent pouvoir sensibiliser davantage et former les gens à ça. Celui qui arrive ici, oui, il n'a pas envie de se départir de son histoire non plus.
Parce qu'il faut savoir que les gens qui arrivent ne sont pas neufs, ce n'est pas des enfants. Ils arrivent en âge adulte, en âge de capacité de travailler et tout ça et tout ça. Ils viennent aussi déjà avec quelque chose qui les a formatés. Oui, puis c'est extraordinaire, ça. Et ils vont c'est se extraordinaire. rajouter... Ils viennent nourrir ce tronc commun-là Voilà. dont je parlais tantôt. Voilà. Mais non, c'est extraordinaire. Mais il faut... Le Québec, honnêtement, le Québec de 2024 est une société plus riche, plus diversifiée qu'elle l'était il y a 50 ans. Oui, mais c'est un point... Plus belle, plus, comment je dirais ça, plus complète. C'est quelque chose de magnifique. Tu sais, je parlais de la soirée que j'ai faite pour le mois de l'Histoire des Noirs vendredi, où il y avait des danses camerounaises et tout ça, puis il y avait des drapeaux du Québec partout, mais ça avait un côté extraordinaire. Je me disais, OK, ça arrive au Québec aujourd'hui. Regardez-moi ces couleurs, ces danses. Mais c'est un point sur lequel ça vient nourrir ce qu'on est déjà. Ça vient nourrir nos 7 carrés. C'est super. Mais on n'insiste pas beaucoup sur ce point-là, justement. La façon dont l'apport qui vient de l'immigration vient renforcer le fait français, le fait québécois. On n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas souvent en termes négatifs. Ce que les gens entendent, c'est que quand ils arrivent ici, ils doivent laisser tout ce qu'ils sont pour s'assimiler en québécois. Et l'assimilation, c'est une destruction. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour eux l'interculturalisme, c'est pas l'assimilation quand même. C'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça que les gens perçoivent. Bah oui. Okay. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Okay. Moi, je disais toujours dans le dernier livre que il faut que les gens s'intègrent sans se désintégrer. Il faut que la société d'accueil intègre elle-même sans se désintégrer. Oui. Et les gens doivent comprendre que c'est une mise en commun. Oui. Parce que moi, je comprends que, par exemple, pour une société qui a toujours connu des cathédrales à chaque coin de rue, dans chaque quartier, si ça commence à mettre des minarets partout, pour elle, c'est un sentiment de désintégration. Mm-hmm. Donc, cette société-là doit faire en sorte de garder son legs, son patrimoine, tout en accueillant les autres et en permettant à ce que ces gens-là puissent rester pleinement ce qu'ils sont, sans forcément, eux aussi, se désintégrer, c'est-à-dire laisser tout ce qu'ils sont en arrière pour venir essayer de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils ne sont pas. Mais ça prend une mise en commun pour qu'il y ait une transformation et pas une désintégration. Okay. Comment on fait... Denis, il y a une citation je pense, de Nelson Mandela. Des fois, quand j'écoute des débats sur l'intégration, qui me vient tout le temps, qui dit « Ce qu'on fait pour moi sans moi, on le fait nécessairement contre moi ». Je vois des débats qu'on fait, puis des gens concernés, il n'y a pas un. On les invite pas. Mais comment on peut arriver à des solutions qui... on est en train de vous dire, on fait tout pour vous organiser ça, puis vous allez voir, ça va être beau. Non, je crois pas. OK. Faut inviter les gens. Faut que les gens fassent partie du débat plus. En ce moment, ils font pas assez. Les gens issus de l'immigration. C'est pas juste une fois, là. Tu regardes tous les plateaux de TV. Moi, je regarde ça, je me dis... OK, moi, je suis peut-être... on veut peut-être pas. Il n'y a pas encore assez de diversité. Parce que, on connaît mon opinion là-dessus, puis elle n'est pas la plus populaire. Non. Mais en tout cas, pas à Radio-Canada. Il y a plein de monde qui ont des choses à dire là-dessus. Il faut les inviter. Oui, c'est même pas que c'est pas la plus populaire. Hein. C'est parce qu'on ne veut pas. C'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est un choix éditorial de parler à la place des gens pour maintenir un discours qui sert une idéologie. Mais c'est clairement ça. On ne veut pas que les gens viennent parler. Et ça, c'est dans toutes les sociétés occidentales, hein, qu'on prend l'Europe, qu'on prend les États-Unis ou qu'on prend le Canada, c'est comme ça. On parle du vivre ensemble. Et je dis, il y a un paradoxe orthographique. Vivre ensemble, on met un tiret entre le vivre et le ensemble. C'est un paradoxe orthographique qui décrit clairement ce qu'on fait. On veut vivre ensemble, mais pas nécessairement être ensemble. C'est ça qui est un peu paradoxal, je veux dire. Les gars, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Il ne reste pas beaucoup de temps, puis je veux aller... c'est un sujet qui est connexe, mais qui ne l'est pas tant que ça. L'indépendance du Québec. Moi, je trouve que ça rajouterait un peu une brique à ce qu'on vient de parler. C'est-à-dire, je pense que ça faciliterait l'intégration, parce qu'ici, Ottawa fait du brouillage à cause de son bilinguisme, puis à cause de son multiculturalisme. Il fait du brouillage d'une certaine vision qu'on pourrait avoir au Québec de l'interculturalisme. Ça vient empêcher, justement, ça met des bâtons dans les roues de cette vision qu'on pourrait avoir là. Dieudonné, t'es indépendantiste. Comment on arrive ici, du Gabon, comment, déjà, ça dit sur ton intégration, mais comment on passe de être bien intégré à vouloir l'indépendance du Québec? Comment ça marche? C'est quoi le processus?
Je vais faire ça court. C'est pas obligé, ça peut prendre quelques minutes, c'est pas grave. Le point de départ, puis on l'a mentionné, là, c'est être curieux. Okay. Quand je suis arrivé, et là je reviens sur mon idée de choix, c'est une fois que je décide de vivre au Québec, de dire que le Québec c'est mon nouveau pays, je veux son bien, je veux qu'il avance. Et là je suis curieux, je m'intéresse à l'histoire. Puis là je vois tous les combats, les nations fondatrices, comment tout ça s'est déroulé, puis je vois qu'il y a des décisions qui ont été prises, la nuit des longs couteaux, toutes sortes d'affaires que je me dis, OK, je me mets à la place de ces gens-là, mais je me sens que, tu sais, je fais partie, comme Lovejoy disait, ça nous rappelle les indépendances de nos pays. Où à un moment donné, dans les années 60, on dit vous allez être indépendant, mais depuis ce temps-là, on voit ce qui s'y passe aujourd'hui et on se questionne dessus, est-ce qu'on est vraiment indépendant? Quand c'est d'autres qui imposent des pays, quand c'est d'autres, c'est les compagnies d'autres pays qui contrôlent l'économie. Tu sais, je prends tout ça et je regarde ce qui se passe au Québec, je me dis, si j'avais le choix, là, prenons un Québec pays versus un Québec qui continue à être une province canadienne, puis regardons l'économie, la culture, la langue, faisons des plus puis des moins. T'sais, objectivement, la conclusion à laquelle on arrive, c'est un peu comme mon voisin ne va pas négocier mon hypothèque. Je veux dire, il y a une responsabilité que j'ai. Si on veut continuer, comme on le dit depuis notre échange, là, on regarde ce qui se passe. On regarde certaines décisions qui sont prises. Puis là, je reviens à cette histoire de palier. On est à Ottawa, j'ai rien contre la Chambre des communes, mais il y a des décisions qui touchent le Québec, qui sont prises ailleurs, dans une réalité qu'on ne maîtrise peut-être pas. Heureusement, bon, il y a des députés du Québec qui sont là. Bref, l'idée, c'est... moi, j'ai regardé tout ça. J'ai parlé avec plein d'indépendantistes. J'ai eu même des profs à l'université, pour ne pas le nommer, défunt Bernard Landry. Quand tu vois le discours sur l'indépendance, quand tu vois comment les choses se placent, quand tu vois les enjeux qu'on a, c'est pas juste l'immigration, mais on en a un peu partout, le dédoublement des missions de l'État, tu te dis, il me semble qu'on peut être plus efficace, il me semble qu'on peut aller un peu plus loin. Et quelque chose qui m'intéresse particulièrement, je vois comment l'argent se dépense à Québec, puis de l'autre côté, je me dis, on est en train d'enfoncer les générations. Je ne sais pas combien. Est-ce qu'on peut faire ça autrement? Bref, j'y crois. Je pense aussi que par rapport aux indépendantistes, c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis devenu président du Parti québécois, parce que je pense qu'il y a un potentiel de croissance dans les différentes communautés qui nous rejoignent, mais ces gens-là n'entendent pas parler d'indépendance, en tout cas pas assez, ne côtoient pas les gens qui en parlent, les gens qui sont là-dedans. Et moi, c'était mon objectif quand je suis devenu président de dire, il y a un parti politique ici, les gens vous disent des choses sur ce parti-là, mais moi, je vais vous dire comment il est, qu'est-ce qu'il prône, c'est quoi ses valeurs, et ainsi de suite. Et là, on revient à cette idée de rapprochement. Il faut parler aux gens. Si l'indépendance du Québec va se faire un jour, c'est parce qu'on va réussir à les rallier, ces gens-là. Okay. Puis on ne peut pas juste le faire en disant, ils vont apprendre le français, puis ils vont... Non, c'est pas de même que ça marche. Il faut aller les rencontrer. Et moi, je dis souvent, il faut aller les rencontrer quand on n'est pas en période électorale. C'est-à-dire, il faut avoir des conversations avec eux sans qu'ils sentent que vous venez les voir parce que vous voulez quelque chose. Okay. De façon désintéressée. Désintéressée. OK, c'est bon ça. Lovejoy, comment on fait pour... j'ai vu un sondage léger, là, il y a à peu près 2-3 semaines de ça, qui disait que, le PQ est en hausse au Québec, là, tout ça, mais il y a seulement 5% des francophones qui voteraient Parti québécois en ce moment, des non-francophones. Au Québec. Donc, comment on fait pour que... Puis, tu sais, en ce moment, le Parti québécois ne cache pas son option. Il est indépendantiste, puis il compte faire un référendum dans le premier mandat, s'il est élu en 2026. Donc, clairement. Et les communautés culturelles, malgré qu'ils soient... Les gens des communautés culturelles, malgré qu'ils soient arrivés ici, ça peut faire 1 an, 8 ans, 12 ans, ils sont encore un peu fermés à cet enjeu-là. On a parlé tout à l'heure, Canadiens versus Québécois. Cet enjeu-là est important. Les gens arrivent, ils se font... C'est le Canada qui les accueille. Ça, il faut... Pour nous, indépendantistes, il faut combattre cette affaire-là. Comment on fait ça? Comment on fait pour leur parler?
D'abord, je voulais dire toute mon admiration à l'implication de Dieudonné dans l'enjeu de l'indépendance du Québec. Je ne suis pas encore rendu là. Il me reste des marches à faire. Mais ces marches-là... On va t'aider, Dieu. Voilà. On va t'aider là. Comment m'aider et qu'est-ce qui me manque? Ouais. Je partage une claire compréhension de l'importance de l'indépendance du Québec. Mais il y a quelque chose qui manque. OK. Et ce qui manque pour moi, pour m'engager, je parle pour moi, pour m'engager intégralement dans cette dynamique-là, c'est un changement de discours de ceux qui portent le projet d'indépendance. Ils disent beaucoup combien c'est important de préserver le français, d'être autonome dans la gouvernance de la province du Québec, d'être entier dans la décision, dans les différentes prises de décision, mais ils ne disent pas assez comment on fait nation ensemble. Ils ne disent pas assez comment est-ce que les communautés culturelles vont pouvoir s'intégrer dans la nation québécoise de demain indépendante. Ils ne disent pas assez comment est-ce que leur apport va être important et va être structurant pour la nouvelle nation québécoise. Et moi, ce discours-là, c'est important. Par contre, on est resté sur un ancien discours, et qui est répété encore, qui dit que les communautés issues de l'immigration, notamment le vote ethnique, est absolument contre l'indépendance du Québec. De fait, on ne leur pose pas la question. On leur dit juste, vous, c'est clair que vous préférez être Canadien parce que c'est un discours qui est dans le paysage public depuis 1995. Mais depuis ce temps-là, il y en a qui sont ici, qui parlent français, qui ne parlent pas anglais, qui n'ont pas envie d'aller à Toronto, qui n'ont pas envie d'aller à Ottawa ou quoi que ce soit. Ils se sentent montréalais, ils adorent être au Québec. Mais tant que le discours va seulement prendre en compte les arguments comme l'histoire du Québec, la relation entre les francophones ou les Français de la Nouvelle-France et des anglophones, c'est un enjeu historique, justement. Ça fait depuis 200 ans qu'il y a un conflit entre les anglophones et les francophones. Si c'est juste ça dont il est question, ça va être difficile, effectivement, de réussir ce référendum-là. Ouais, parce qu'ils ne se sentent pas partie de ce conflit-là. Il faudrait qu'on leur dise combien ils sont capables d'apporter à la nouvelle nation québécoise. Il faudrait qu'on leur dise que cette nation québécoise veut pas, malgré tous les cachets officiels du Canada fédéral ou quoi que ce soit, elle s'est construite pendant des années avec des gens comme ça. Il y a des gens qui sont dans la littérature québécoise, dans le cinéma, dans les arts québécois, qui sont issus des communautés immigrantes. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont fièrement québécois, qui travaillent dans l'administration publique québécoise, qui feront partie demain des citoyens québécois d'un Québec indépendant. Il faudrait leur dire comment on fait nation ensemble. Ça, c'est un point majeur. Je vais revenir là, pourquoi je dis ça, là, mais même dans nos communautés, il y a des gens qui sont contre la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Il y a des gens qui sont foncièrement contre. C'est intéressant. Parce qu'ils disent, ça sert à rien, ça donne à rien. On est dans les mêmes combats depuis des décennies. Donc, ça pose la question de, quand on parle d'indépendance, c'est quoi le projet de société? C'est quoi le projet commun? Vous voulez qu'on marche ensemble, mais on s'en va où? On fait quoi ensemble? Qu'est-ce que j'apporte? Et ça, c'est fondamental parce que si on n'est pas capable de le faire, ça va être extrêmement difficile. Parce que les gens disent, le mois de l'histoire des Noirs, moi quand je suis foncièrement pour qu'on le fasse parce que j'adore l'histoire, puis je me dis, c'est un devoir de mémoire de dire qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ont eu lieu, qui ne doivent plus revenir, ça c'est un. Puis deux, ça c'est le passé. Oui, c'est important de le rappeler. Mais le présent puis le futur, comme Lovejoy dit, c'est... Il y a des gens qui font des choses extraordinaires ici. Il y a des médecins noirs, il y a des gens... C'est incroyable ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, mais on n'en entend pas parler. Est-ce qu'on peut au moins utiliser le mois de l'histoire des Noirs pour souligner l'apport de ces gens-là? Puis pour le futur, le souligner, ça change quelque chose dans la tête de mes enfants. Moi, j'en ai 3. Faut pas qu'ils se disent, il n'y a pas de possibilité pour nous, parce que les gens veulent voir des modèles. C'est incroyable comment ça peut faire une différence de voir quelqu'un qui nous ressemble, qui fait des choses incroyables. Qu'est-ce que ça peut faire pour la jeune génération? Donc, c'est très important le projet de société inclusive dans lequel les gens sentent qu'ils ont quelque chose à faire. Puis il faut, oui, rappeler l'histoire, mais souligner l'apport des gens parce que
C'est très, très important. C'est ça qui fait en sorte qu'on sent que, on est chez nous. Le pire avec ça, c'est que moi, l'histoire des Noirs, c'est comme ça reste un peu folklorique, exotique. Il y a des célébrations, des fêtes, mais il faut passer du symbole à l'acte. Il faut à un moment donné dire oui, on célèbre les communautés noires, comme c'est pareil pour toutes les autres communautés qu'on célèbre tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils soient intégrés? Je faisais des recherches la dernière fois. À Montréal, il y a 6000 rues. Il n'y a que 29 rues qui portent des noms de personnes issues des communautés noires, sur 6000. Est-ce que ces gens-là sont vraiment présents dans la société? Est-ce qu'ils ont assez fait pour qu'on les considère comme des individus faisant corps avec la société? C'est pas seulement ce qu'ils apportent, c'est aussi ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont des Noirs québécois au même titre qu'un Blanc québécois ou qu'un Latino québécois? C'est arriver à faire en sorte que on arrête de distinguer les citoyens entre eux. Juste parce qu'on répète une distinction qui est administrative ou sociologique. Il faut arriver à faire société où les citoyens sont citoyens, peu importe leur couleur de peau. Mais ça ça se fait dans les deux sens. On parlait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui, nous, inclure plus, puis dire aux gens, vous faites partie de la nation, vous êtes ici chez vous, mais il faut que les gens le disent aussi. Oui. Je suis Québécois. Je fais partie de cette nation. J'embarque dans ces combats. Je comprends vos luttes. Je comprends votre passé, votre présent, puis où vous voulez aller. Il y a quand même... C'est un mouvement dans les deux sens qui se fait de un vers l'autre, de compréhension mutuelle quand même. C'est pour ça que je parlais de choix au début. C'est qu'à un moment donné, les gens ils finissent par choisir ça en disant on est ensemble là-dedans. Donc. Mais il faut aussi accepter. Puis des fois, j'ai des accords avec certaines personnes qui n'acceptent pas que d'autres disent « moi, j'embarque pas ». Mais c'est légitime aussi que les gens disent « j'embarque pas ». Tu as raison. Mais le travail à faire quand on veut convaincre quelqu'un, c'est « regarde, je vais aller te rencontrer, on va se parler ». On va se parler peut-être plus longtemps que je pense. L'idée, c'est pas que j'arrive, je te vends quelque chose. Là, je viens pas vendre une auto. Là, je viens vendre un projet de société. Puis ça se peut que ça prenne du temps. Il faut l'accepter. Mais le plus important, c'est de faire ce travail-là de dire, ne prenons pas pour acquis que ce groupe-là est contre l'indépendance. C'est pas vrai. Okay. Donc, de façon générale, favoriser le dialogue. Favoriser les espaces de rencontre, les espaces de dialogue où on va se parler, où on va essayer de se comprendre, on va essayer de partir de là. Puis moi, je suis là, puis on va essayer de joindre, voir où on se touche. Ouais. Où est-ce que nos enjeux se parlent, se rejoignent, puis donc multiplier ces espaces-là. Peut-être faire un bout ensemble. On le sait pas. Mais il ne faut pas présumer de, parce que sinon, on n'avancera pas. Hey, les gars, c'était tellement intéressant. C'était tellement intéressant. Maudit, on aurait pu continuer pendant 1 heure, mais là, Télésino à côté, il me dit que ça ne peut pas continuer pendant 1 heure. On va mettre beaucoup trop. Ouais, c'est ça. On vous réinvitera, mais c'est vraiment des sujets vraiment intéressants. J'ai vraiment trippé. Merci infiniment. Love Joyce à ma vie. Merci Dieudonné, Ayono. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Alors voilà.